Bonjour, est-ce que tout le monde m'entend bien? On fait un petit test micro? Test, test. Super. Test, test. Tout marche. Test, yes. Bon. Merci. Comme vous pouvez le lire, un atelier dédié au rôle des bailleurs de fonds. Pourquoi les bailleurs de fonds dans cet événement? L'idée, c'est bien de pouvoir transcrire les opportunités, en tout cas les visions et les ambitions qui ont été énoncées ce matin, notamment par le président de la République française, mais d'une manière générale, c'est bien évidemment pour accompagner. L'idée, c'est que les bailleurs de fonds sont là pour accompagner les initiatives de la société civile. Comment soutenir les différentes initiatives qui peuvent être portées. Aujourd'hui, on a une présentation, alors non exhaustive, mais on a plusieurs bailleurs de fonds, ce qu'on appelle des bailleurs institutionnels et philanthropiques. Et après, on vous expliquera ce que tout ça veut dire. L'idée, c'est de présenter une typologie, des profils de bailleurs différents qui œuvrent aujourd'hui dans le financement de la société civile. C'est aussi l'occasion de montrer comment est-ce que les bailleurs travaillent ensemble, puisque c'est aussi une vertu. On arrive à se parler, on arrive à travailler ensemble, à créer des complémentarités et des synergies dans les opérations de financement. Donc tous les bailleurs aujourd'hui, on va dire quasi la totalité des bailleurs institutionnels reconnaissent l'importance du rôle de la société civile, à la fois dans le décryptage, dans la compréhension des dynamiques locales, mais évidemment leurs compétences, leur expertise, leur capacité à mettre en œuvre des projets, avoir des projets à fort impact qui répondent aux besoins et aux aspirations des populations locales. Donc c'est évidemment un acteur, un partenaire de poids pour les bailleurs de fonds. À titre d'exemple, donc l'AFD, qui a profondément évolué sur ce secteur-là, a investi près de 400 millions d'euros en subventions via les organisations de la société civile en 2020. Donc c'est une très forte progression depuis une dizaine d'années. Notamment, on a un constat qui va ressortir, je ferai un peu plus le point, mais depuis 2015, donc il y a un dispositif qui est dédié au financement de la société civile française qui a doublé, puisqu'en 2015 il y avait 65 millions d'euros et en 2022 on aura près de 140 millions d'euros dédiés à la structuration de la société civile française. Donc aujourd'hui, on a plusieurs bailleurs de fonds. Vous voyez les logos qui vont vous présenter. L'idée, c'est on ne va pas rentrer dans les détails, c'est juste pour vous donner un petit peu une idée de comment la société civile, comment les acteurs non étatiques peuvent accéder aux fonds et puis créer des liens et du partenariat avec les bailleurs. Donc, à ma gauche, nous avons Noura Selim, qui est directrice exécutive de la fondation Sawiris. C'est une fondation philanthropique égyptienne qui œuvre principalement en Égypte. Elle vous expliquera son travail et évidemment sa relation avec la société civile. Ensuite, en termes d'intervenants, on aura Madame Émilie Sylvestre, qui est coordonnatrice du développement et de la réponse humanitaire Coopération Monégasque. Donc c'est ce qu'on appelle un bailleur institutionnel. Ensuite, Madame Fanny Herpin, qui est responsable des programmes et des fondations abritées au sein de la Fondation de France. Vous verrez, ça aussi, c'est très intéressant. C'est une plateforme, on va dire, de fondation et qui permet vraiment des effets de levier très importants. On aura une intervention en capsule vidéo parce que la personne n'a pas pu se déplacer. Donc c'est Kristina Prunerova qui est responsable de projet auprès de la société civile à la Commission européenne, ce qu'on appelle la DGNIR, c'est pour ce qu'on appelle le voisinage européen, donc évidemment les pays de la Méditerranée. Voilà. Noah, you want to start? You have no choice, you have to start. Ok. Vous n'avez pas le choix, ça va être à vous de commencer malheureusement. You want to push it? Thank you very much, Nicolas, and thank you for having Merci me. beaucoup, Nicolas. Merci de My m'avoir French is invité. not so great, so I Mon français n'est pas à la will hauteur, je vais donc I m'adresser will à vous en speak, anglais si ça ne vous dérange pas. So good afternoon. Bonjour. I would just want to start by giving a J'aimerais very commencer high-level par overview of Sawiris vous donner Foundation for Social Development. un aperçu We work de exclusively la in fondation Egypt, SFSD. and Nous we travaillons are a family exclusivement en foundation that Égypte was et nous started sommes 20 years ago. une fondation familiale qui a été lancée il y a de Back cela then, I 20 think ans. family foundations À were not so l'époque, popular. les Nowadays, fondations it's familiales become étaient a bit encore of a chose rare, mais c'est quelque chose qui s'est largement répandu aussi bien dans le monde du Moyen-Orient, dans le monde, aussi bien des entreprises que des familles qui se lancent dans la philanthropie.
Nous avons commencé en se concentrant sur l'autonomisation économique. Et ce que nous avons constaté au fur et à mesure, c'est que la question du développement est plus complexe. Donc, nous avons maintenant étendu nos activités à l'économie, à l'éducation et également à un certain nombre de prix culturels. C'est une organisation qui est financée par des donations annuelles et par une dotation. Alors, pour vous donner un petit peu une idée de la taille, sur l'ensemble de notre portefeuille, nous avons financé environ 2 milliards d'euros et nous avons quelques 690 000 bénéficiaires. Alors, ce n'est pas grand-chose par rapport à la population de 100 millions de personnes en Égypte, mais nous continuons à travailler et nous espérons pouvoir toucher davantage de gens à l'avenir. À l'heure actuelle, nous mettons vraiment l'accent sur le financement et sur les partenariats à cet égard. Notre fondation a 2 objectifs. L'idée est de travailler avec des ONG égyptiennes, mais également internationales, notamment françaises, qui opèrent en Égypte, à la seule condition qu'elles servent les secteurs que nous avons dans notre mandat. Ce que nous souhaitons, c'est appuyer l'innovation dans le développement. Nous avons besoin de lutte contre la pauvreté et le financement, mais nous avons également pour objectif de nous montrer, d'aller un peu plus loin que les bonnes intentions. Et nous avons le sentiment que dans le reste du monde, il y a souvent beaucoup de bonnes intentions, mais pas grand-chose derrière sur des preuves, la recherche de preuves concrètes. Dans le passé, nous avons vraiment mis beaucoup d'accent, beaucoup d'efforts dans l'étude des incidences de notre activité, aussi bien avec le laboratoire d'études sur les pauvretés. Nous avons également beaucoup travaillé avec l'AFD en France, qui a un mandat un peu similaire au nôtre, aussi bien en termes de développement, mais aussi en termes de recherche de preuves. Donc, à l'heure actuelle, ce que nous essayons, c'est premièrement financer des projets pilotes qui ont par le passé, peut-être manqué un peu de financement, qui n'ont pas été suffisamment financés. Et par ailleurs, nous allons également nous concentrer sur des projets qui varient de 165 000 € à jusqu'à 3,3 millions d'euros. Nous avons également un certain nombre de projets de tests qui permettent de veiller à ce que les projets que nous soutenons réalisent bien les objectifs qu'ils se sont fixés. Par ailleurs, il y a également BRAC, qui est une des plus grandes ONG du Bangladesh, qui a un programme mondial extrêmement attestés dans le monde entier, et nous avons travaillé avec eux ainsi que le fonds de Latif Jamil afin de travailler, afin de tirer et peut-être de susciter des synergies. Et nous avons contextualisé leurs objectifs et leurs actions par rapport à l'Égypte, puisque ça n'était pas le cas. Et voilà un exemple de programme qui est vraiment basé sur des preuves rigoureuses. Mais je voulais, à l'heure actuelle, simplement dire que pour ce type de projet, nous avons vraiment nous n'hésitons pas à leur donner des fonds assez importants, encore une fois, de 165 000 à 3 300 000 €, puisque, encore une fois, les preuves sont là. Alors, comment est-ce que nous travaillons avec les autres? En général, nous sommes disposés à travailler avec un grand nombre de partenaires, aussi bien dans la société civile, et ce sont des gens à qui il faut vraiment donner crédit parce qu'ils sont sur le terrain, mais nous travaillons également avec des partenaires internationaux, et nous sommes heureux et fiers d'avoir des partenariats avec l'AFD, l'Agence française de développement. Pourquoi? Parce que nous avons un véritable alignement en termes de stratégie. On parle d'emploi des jeunes, d'égalité des sexes, des genres. Nous avons également un accent sur l'enfance. Et nos stratégies sont donc coïncident. Et nous avons également des systèmes, des méthodologies qui sont similaires. Donc, un exemple que vous donnez, nous commençons généralement avec un mémorandum d'accord pour commencer. Après quoi, en tant que finançant, nous allons travailler avec un autre organisme de financement, et nous travaillons de manière individuelle avec les ONG dans le cadre de consignes qui sont partagées. Et il est vrai qu'il faut tenir compte du fait que certaines ONG n'ont pas forcément toujours les mêmes manières de fonctionner. Donc, on essaie vraiment d'aligner leur manière de fonctionner, et on va vraiment mettre l'accent sur leur manière de fonctionner et travailler en partenariat avec ces organisations. Avant de passer à la prochaine diapositive, j'aimerais simplement dire que dans notre expérience, que ce soit avec des organisations multilatérales, bilatérales ou même avec le secteur privé, dans le cadre de fondations par exemple, notre expérience a été toujours très positive. Au cours des 5 dernières années, les seules fois où nous avons eu la possibilité d'étendre notre incidence, c'est parce que nous avons
nous ne travaillons quasiment plus jamais seuls sur des projets individuels. C'est toujours en partenariat. Pour finir, j'aimerais mentionner, je sais qu'il y a beaucoup d'organisations françaises qui sont représentées ici, qu'au mois de juin, nous allons tenir un événement à Paris. L'objectif est de veiller à ce que les organisations qui souhaitent s'investir en Égypte, puisqu'il s'agit vraiment de notre cœur de métier, de pouvoir leur présenter notre projet, notre fonctionnement et peut-être de leur permettre de bénéficier de notre expérience. Nous savons qu'il y a un grand nombre d'organisations françaises qui opèrent déjà en Égypte, certaines d'entre elles, le SAMU Social, la LCD, un plan international par exemple, et bien d'autres. Ce sont des organisations qui interviennent sur le terrain et qui travaillent avec notre aide et celle d'autres personnes. Je vais m'arrêter ici et je vous remercie de votre attention. Pour cette intervention, je pense que tout le monde pourra remarquer qu'il y a un langage pour chaque bailleur de fonds, mais il y a quand même des mots-clés qui reviennent sur l'innovation, sur l'impact, sur le partenariat. Je pense que ça, c'est un mot qui ressort de plus en plus, c'est que aucun bailleur aujourd'hui travaille seul, ni avec les organisations de la société civile, ni avec les États. Il y a forcément un besoin et on parlait d'alignement aussi, d'alignement de stratégie. Donc je pense que ça, c'est des mots évidemment forts et sur lesquels on travaille. Donc aujourd'hui, voilà, c'est l'exemple sur l'Égypte, mais il y a d'autres fondations dans chaque pays. Donc c'est vraiment pour donner aussi une ouverture aux organisations de la société civile du Nord ou du Sud pour dire qu'effectivement, il y a des opportunités de financement. Donc maintenant nous avons dans l'ordre la coopération monégasque. Émilie, si tu veux présenter. Merci Nicolas, bonjour à tous. Je vais shifter au français et n'hésitez pas s'il y a des questions ensuite en anglais. Merci. Alors, c'est par là. C'est ouais, non. Ouais, dans l'autre sens. Dans l'autre sens ? Voilà. Donc, bonjour à tous, Émilie Sylvestre. Je travaille à la direction de la coopération internationale basée à Monaco. Il s'agit d'une direction qui appartient au ministère monégasque des Affaires étrangères. Donc effectivement, à l'instar de l'AFD, une institution donc publique que je vais vous présenter en quelques minutes et bien sûr après avec plaisir pour des questions. La coopération de Monaco, qui n'est pas très connue, c'est normal, puisque nous sommes tout jeunes, nous sommes adolescents, nous avons 15 ans cette année. La direction a été fondée en 2007, 2 années après l'accession au pouvoir du prince souverain Albert II. C'était sa volonté que Monaco, finalement, développe une nouvelle politique publique au XXIe siècle, une politique publique de solidarité internationale. Lui-même étant monégasco-américain, est très impliqué sur les sujets de droits de l'homme, de droits de la nature aussi, et de solidarité internationale en général. Donc en 2007, cette direction a été créée avec un tout petit budget d'aide publique au développement. C'était même pas 1 million d'euros à l'époque. Et puis, ce budget a augmenté. On est à peu près à 20 millions d'euros aujourd'hui par an, ce qui est beaucoup à l'échelle de la Principauté, qui est un tout petit territoire de 2 km². Donc, ça doit être le parc Chano, et 37 000 habitants. Donc, aujourd'hui, la Principauté de Monaco est un État solidaire. On aimerait qu'il le soit encore plus, mais on est à peu près à 0,24% du PIB monégasque alloué à l'aide publique au développement, l'APD. Alors cette APD, où est-elle dirigée? En termes géographiques, nous ne pouvons pas tout faire et il n'est pas souhaitable que nous morcelions trop cette politique publique et notre action. Donc nous la concentrons sur 11 pays prioritaires, qui sont des pays partenaires pour nous. Pour la région qui nous concerne aujourd'hui, région ANEMO, eh bien vous verrez que le Maroc, la Tunisie et le Liban font partie des 3 pays de la zone. On range également la Mauritanie dans le Grand Maghreb, ainsi que l'Afrique de l'Ouest, citée là en rouge, et puis Afrique australe, Grand Lac et Madagascar. Donc nous avons vraiment fait le choix d'une politique rassemblée autour de ces 11 pays exclusivement. En termes de secteur, vous le voyez sur le schéma, 4 domaines prioritaires d'action. Donc j'imagine pour vous qui peut-être prospectez des financements,
Voilà nos priorités. D'abord la santé, qui est vraiment notre premier domaine d'intervention, a fortiori dans le contexte de la pandémie. Plutôt une priorité, notamment santé maternelle et infantile, lutte contre les grandes maladies à forte morbidité infantile et tout ce qui est renforcement de capacité des acteurs de santé. Deuxième priorité pour nous fondamentale, la sécurité alimentaire et nutritionnelle. On le sait aujourd'hui, 960 millions de personnes ont faim, a fortiori dans certains de nos pays parmi les moins avancés. Donc ça concerne moins la région méditerranéenne aujourd'hui, encore que 10% de malnutrition infantile en Tunisie et aujourd'hui 80% de la population au Liban en dessous du seuil de pauvreté. Donc de vrais problèmes de nutrition. Troisième priorité pour nous, l'éducation et la protection de l'enfance, a fortiori effectivement dans ce contexte Covid qui a beaucoup dégradé la situation des droits des enfants et notamment des petites filles et des jeunes filles qui ont été fortement déscolarisées au cours de la pandémie et qui ne, a priori, retrouveront pas le chemin de l'école. Donc là, une grosse priorité pour nous à la fois sous le volet éducation, formation professionnelle et protection de l'enfance. Enfin, quatrième priorité thématique pour nous, le travail, l'accès au travail décent, avec tout ce qui concerne l'emploi, le soutien à l'entrepreneuriat, notamment des femmes et des jeunes. Donc si vous avez un projet qui coche certaines de ces cases-là, cela nous intéresse. En termes partenarial, pour Monaco, qui est né, pour la coopération de Monaco qui est née en 2007, il est très important de localiser notre aide au sud. Nous sommes vraiment dans cette dynamique lancée par les Nations Unies en 2016 au sommet humanitaire d'Istanbul, pendant lequel les Nations Unies ont lancé l'appel aux bailleurs de fonds pour se rapprocher des acteurs locaux, en considérant que les acteurs locaux avaient une valeur ajoutée, une légitimité et des capacités à mettre en œuvre eux-mêmes les opérations et ne pas forcément passer par des acteurs du Nord. Donc pour Monaco, nous sommes vraiment dans cette lignée depuis 2016 et aujourd'hui, nous allouons à peu près 30-32% de nos subventions annuelles à des acteurs donc de ces 11 pays, sans donc passer par des ONG du Nord. C'est une tendance de fond pour nous. Et c'est un virage très important que nous allons poursuivre dans les prochaines années. Nous prenons un objectif encore plus ambitieux. Entre 2022 et 2024, notre objectif est d'allouer au moins 40% de nos subventions à ces acteurs locaux. Pour cela, nous voulons nous appuyer sur des acteurs de la société civile au sens large. Ce peut être des universités, des ONG, même des entreprises privées, mais qui ont un volet impact et activité fort impact social, environnemental et de bonne gouvernance. Les autorités publiques aussi également du Sud. Donc dans la zone Ainemo, nos priorités évidemment vont plutôt se porter sur la jeunesse, sur les femmes, sur les filles. La région Ainemo est la région dans le monde qui présente le taux de participation économique des femmes le plus bas, de l'ordre de 23%. Donc c'est effectivement une anomalie et nous voulons essayer d'accompagner le changement. Donc nous sommes à la recherche de porteurs de projets qui peuvent nous proposer des projets de formation, d'emploi, d'entrepreneuriat des femmes, en zone Ainemo notamment. Et puis nous sommes à la recherche de partenaires, d'opérateurs qui proposent des approches inclusives, notamment dans leur manière de fonctionner. Des organisations qui soient paritaires sur l'aspect hommes-femmes, qui également embauchent des personnes en situation de handicap, des personnes déplacées, réfugiées. Donc cette approche inclusive, elle est très importante pour nous. L'approche durable, il faut que les opérations visent une forme de pérennité. Si ça n'est pas une pérennité économique, il faut que ce soit au moins un impact social fort. Et puis l'impact sur le terrain. Nous essayons de quantifier ce que nous faisons chaque année pour essayer de mesurer combien de personnes, finalement, à travers cette politique publique, améliorent leurs conditions de vie. Je n'ai que 2 slides. Ah, là, elle a sauté. La deuxième slide a sauté, ça n'est pas grave, je vais vous la dire et puis bien sûr, je serai à votre disposition si vous voulez des documents. Il y a, en termes d'accès à nos financements, 3 chemins. Le chemin le plus classique,
et qui concerne plutôt des organisations un petit peu solides en capacité d'absorber de l'ordre de 100 à 200 000 euros par an. C'est notre guichet général, un appel à projet ouvert chaque année. Cette année, la date limite se porte au 31 mai 2022. Et il s'agit de nous soumettre des propositions sous forme de notes conceptuelles, c'est des formats courts, sur des projets pluriannuels, donc essentiellement de 3 ans, puisque nous sommes dans une logique de développement. Et donc, nos financements se portent toujours sur des périodes de 3 voire 4 ans. En général, nous sommes un partenaire financier assez fidèle et il n'est pas rare que nous financions ensuite une deuxième puis une troisième phase. Donc, très souvent, nous sommes auprès de nos opérateurs pour au moins 10 ans. Donc ça, c'est le premier guichet, le premier chemin, 31 mai 2022, sur notre site web pour retrouver facilement l'information. Le deuxième chemin, qui concerne plutôt des petites organisations, vraiment de très petite taille, et qui sont à la recherche de seed money, de toutes petites subventions d'amorçage de l'ordre de 10 à 15 000 euros. Là, nous avons un dispositif qui a été créé il y a 2 ans avec les affaires étrangères françaises et qui s'appelle le dispositif JMED. JMED, Jeunesse en Méditerranée. L'appel sera lancé demain, derrière vous, là, sur le stand Réseau Médense. Et la période sera du 1er mars jusqu'au 15 avril. Donc pour les petites associations, allez-y. Nous sommes à la recherche de petites pépites, notamment d'associations de jeunes, sur des petites opérations qui concernent les domaines là que je vous ai présentés. Enfin, troisième chemin, qui est un chemin détourné pour vous, c'est notre guichet pour les OSC monégasques, qui est un appel à projet qu'on réalise chaque année. Et ces ONG monégasques, il en existe à peu près une 50aine sur les 2 km². Et elles sont toujours à la recherche de partenaires. Donc n'hésitez pas à aller voir la plateforme osi.mc, MC comme Monaco. Et vous pouvez les contacter, je peux vous en recommander également. Voilà, vous pouvez en consortium monter des projets. Donc voilà pour ces trois voies pour accéder à des financements de Monaco. Je vous remercie. Merci Émilie. Quelle richesse sur 2 km². Et pas que financière. Pas que financière. Non, mais en tout cas, merci, parce que ça démontre effectivement la solidarité du gouvernement monégasque et de ses habitants. 0,24%, c'est quand même un effort important. Ce que tu as rappelé aussi, c'est le principe de concentration thématique. Je pense que ça, c'est un choix aussi que font beaucoup de bailleurs de fonds, donc il faut l'entendre. Tu abordes aussi la question de la localisation de l'aide. Comme tout souligné, 2016 à Istanbul, donc ça fait quand même, ça va faire 6 ans. On y reviendra, mais c'est vrai que ça fait, on a encore beaucoup d'efforts, hein, je pense, côté bailleurs institutionnels et philanthropiques, pour essayer d'accompagner au mieux les organisations du Sud. Et en tout cas, c'est en chemin. Je pense que toutes les organisations se préparent. Peut-être le Covid nous a certainement ralenti, mais il y a un vrai changement en tout cas d'approche. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Donc maintenant, Fanny, qui représente la Fondation de France, va pouvoir aussi nous présenter l'approche. Merci. Bonjour à tous. Alors la Fondation de France a passé le stade de l'adolescence puisqu'elle a été créée il y a un petit peu plus, j'essaie juste de faire passer ça, il y a un petit peu plus de 50 ans, de la volonté du général de Gaulle de créer un outil pour mobiliser les dons privés au service de l'intérêt général. Pourtant, la Fondation de France est privée et indépendante et ne fonctionne que grâce à la générosité de ses donateurs. Elle agit dans tous les champs de l'intérêt général, la culture, l'éducation, l'environnement, la recherche médicale, les solidarités internationales, dont je fais partie. Et elle ancre son action, là aussi, au cœur des territoires. En France, nous avons 6 fondations régionales. Nous avons d'ailleurs un siège à Marseille qui nous permet d'être au plus près du terrain, des acteurs de terrain, de nos bénévoles et de nos fondateurs et de nos donateurs. À l'international, on parlait de localisation de l'aide. On a des partenaires locaux pour mettre en place nos programmes d'action. La Fondation de France, elle est un petit peu particulière. Elle a 3 grands métiers. Le premier, c'est bien sûr de collecter pour pouvoir agir. Donc on collecte chaque année un certain nombre de dons. Pour vous donner une idée, l'année dernière, on a collecté environ 238 millions d'euros. Elle collecte bien sûr des dons et donc elle les gère, ces dons, et elle les redistribue. Et ces fonds, pour les redistribuer,
on met notamment en place, on développe nos propres programmes d'action. Donc on a une 40aine de programmes qui sont déployés en majorité en France et on en a 4 déployés à l'international. Et chaque programme, la particularité notamment de la Fondation de France, c'est d'agir dans la durée. Donc on peut être 30 ans, on peut rester 30 ans sur une thématique, bien sûr. C'est des programmes qui, au fil de l'eau, vont s'ajuster en fonction de l'évolution des contextes, l'évolution de l'action de nos partenaires publics, privés, des acteurs en place. Donc bien sûr, tout ça va évoluer, mais on peut rester très longtemps sur une thématique. C'est ce qui fait beaucoup la particularité de la Fondation de France. Ces programmes d'action, donc ils sont sur tous les champs de l'intérêt général, et moi je vais vous présenter tout à l'heure notre action en Méditerranée. Et tout à l'heure, tu parlais de réseau de fondations. Notre 3e métier, c'est d'accompagner et de faciliter le travail des 916 fondations qu'on abrite. Nous abritons 916 fondations. Nous avons des fondations, il s'agit de fondations soit familiales, d'entreprises, de particuliers, de fondations issues d'un legs. Et chacune de ces 916 fondations a un objet propre. Elles ont un objet propre et nous, on les aide, on les accompagne pour redistribuer. Sur ces 916 fondations, il y en a une centaine qui sont uniquement sur l'international. Ce qui fait de la Fondation de France le premier réseau philanthropique aujourd'hui en France. Et c'est ce qui fait un petit peu notre particularité, parce que quand je parlais de 238 millions d'euros, c'est la Fondation de France avec ses fondations abritées, bien sûr. La Fondation de France, à l'international, elle agit notamment en Méditerranée, et nous avons créé en 2008 un programme qui s'intitule Méditerranée d'une rive à l'autre. L'ambition initiale, c'était d'accompagner des initiatives en Algérie, au Maroc et en Tunisie notamment, en faveur de la prise en charge de la jeunesse. Très vite, l'année d'après, en 2009, on a souhaité focaliser notre action sur l'autonomie économique des jeunes et l'insertion professionnelle des jeunes. Donc au fil des années, notre appel à projet notamment a évolué, et on a financé beaucoup de choses en lien avec l'économie sociale et solidaire notamment. Depuis 2018, on a souhaité vraiment mettre l'accent sur le pouvoir d'agir des jeunes et leur esprit d'initiative. Et donc, via un appel à projet qu'on déploie actuellement en Tunisie et au Maroc, alors on n'est plus en Algérie pour le moment malheureusement, on va soutenir chaque année une vingtaine d'associations avec des projets portés par des jeunes, pour des jeunes. Et qui visent leur insertion, principalement leur insertion sociale et professionnelle. Ces programmes, comme je le disais tout à l'heure, sont mis en place en partenariat avec d'autres acteurs, avec des acteurs locaux. Et donc au Maroc, nous mettons en place nos actions avec l'association Migration et Développement. Et Hichem d'ailleurs est là aujourd'hui et le responsable du programme au Maroc. Et en Tunisie, nous mettons en place l'appel à projet avec l'association Atuj et Ager, et elle nous a fait le plaisir aussi d'être là aujourd'hui. Donc chaque année, on délivre des subventions aux associations qu'on sélectionne via notre appel à projet, grâce à un réseau également de bénévoles sur place qu'on réunit autour d'un jury chaque année. Et puis, au-delà de la subvention qu'on octroie, on accompagne ces associations avec un programme d'accompagnement technique. Donc elles vont disposer de formations individuelles et collectives tout au long du projet. Donc souvent c'est des projets de 2 ans. C'est du renforcement de capacité tout simplement, pour leur permettre surtout de travailler sur la pérennité du projet au-delà du financement. Ce qui est très important, parce qu'on sait que nous, en tant que bailleurs, on accorde des financements, mais la question de la pérennité est très importante et cruciale, et donc on essaye de les accompagner par le biais de ce dispositif d'accompagnement. Et puis au-delà de ce fonctionnement par appel à projet annuel, on soutient depuis 2008, depuis la création du programme, des réseaux d'acteurs, des organisations des 2 rives de la Méditerranée, pour accompagner la structuration tout simplement de la société civile de la rive sud, et encourager le développement de réseaux et de partenariats entre les acteurs des 2 rives. Et donc à ce titre-là, on a accompagné 85 initiatives depuis le début du programme, et nombreuses sont là aujourd'hui, donc on est ravis de les voir aujourd'hui. J'ai mis juste quelques exemples, et puis je vais être très brève, de projets qu'on a pu soutenir.
On a justement au milieu de la slide le projet Jeunesse méditerranéenne qui sera présenté demain par Euromed France au sein de l'Agora, qui a été d'ailleurs cofinancé avec l'AFD, parce que, comme le disait l'AFD tout à l'heure, ce qui est très important, c'est qu'on agit en complémentarité avec les autres acteurs et on dialogue tous ensemble pour voir aller là où les autres n'en vont pas et travailler ensemble sur des initiatives porteuses comme le projet Jeunesse méditerranéenne. Et puis vous pouvez voir quelques petits exemples de projets qu'on a financés soit hors appel à projet, au gré à gré, soit dans le cadre de nos appels à projets en Tunisie et au Maroc. Voilà. Merci Fanny. Beaucoup d'activités et en tout cas faites le tour du village des projets puisqu'il y a énormément de partenaires de la fondation Sawiris, de la Fondation de France et de la coopération monégasque qui sont là aujourd'hui et pour accéder de toute façon à toutes les informations, je pense que maintenant toutes les organisations ont des sites web qui sont extrêmement bien faits et organisés, donc c'est relativement simple. Ce que je retiendrai de ton intervention, c'est cette mobilisation aussi, cette capacité quand même des Français à donner, ces donations du privé. Tu mentionnais près de 240 millions d'euros sur les actions internationales, donc c'est quand même des montants extrêmement importants. Toujours cet enjeu de coordination, bien évidemment, de coordonner aussi l'action des différentes fondations, donc bravo. Et pour amener de la cohérence dans l'aide, puisque on sait très bien qu'on est tout à fait évidemment reconnaissant des initiatives individuelles, mais pour bien travailler, c'est bien de travailler ensemble. Maintenant, une intervention donc, de l'Union européenne qui n'a malheureusement pas pu se déplacer. Alors j'espère que ça va fonctionner. C'est une petite vidéo. Comment je fais? C'est bon? Je rappuie? Hello. Bonjour, je suis Christina Penerova de la Commission européenne de Direction générale pour les négociations. Je travaille pour le directorat qui est en charge de la région des différentes organisations de la société civile. Aujourd'hui, je voudrais parler des instruments de la coopération internationale. Je voudrais également vous parler des possibilités de développement pour les organisations de la société civile. Je suis désolée, mais le son n'est pas suffisamment bon pour permettre une interprétation. We're fostering an enabling environment for civil society organizations in a context of closing space. Secondly, we're strengthening the CSO. Enfin, nous pouvons faire en sorte que les capacités de ZESC puissent véritablement rejoindre les intérêts des citoyens, correspondent aux efforts de gouvernance et rendent responsable la société. En fait, il s'agit de promouvoir la participation des OSC dans les procédés politiques au niveau sectoriel, au niveau national et au niveau régional. La dernière niveau pour les programmes des OSC, c'est-à-dire qu'il s'agirait véritablement d'un mandat basé sur les différents acteurs. Il faut également qu'il se soit indépendant des pays partenaires et des autorités nationales et il faut qu'il y ait un périmètre géographique intéressant qui couvre également tous les pays tiers. Entre 2021 et 2027, 1,5 milliard d'euros vont être investis. Il s'agit notamment de mettre en avant les espaces démocratiques dans les pays partenaires et afin également de permettre l'autonomisation des sociétés civiles et maintenir un dialogue ouvert avec les organisations de la société civile. Un nouvel élément au niveau mondial, c'est qu'il va y avoir un système de surveillance et de gestion de l'Union européenne. Cet outil va nous permettre de gérer tous les aspects de l'espace public et va permettre de donner un environnement plus approprié aux OSC, notamment leur donner des soutiens à court terme pour permettre aux acteurs des OSC afin de pouvoir réagir plus rapidement pour pouvoir améliorer la situation de manière plus efficace et également de permettre de soutenir leur renforcement de capacité. Une grande partie du budget va également servir à sa allocation par pays afin de pouvoir soutenir les organisations locales des OSC pour pouvoir soutenir les différentes géographies. Il faudra soutenir les participations des OSC
et également se concentrer sur la mise en place d'un environnement qui soit favorable. Il s'agit notamment de soutenir particulièrement les organisations de terrain. Je voudrais inviter toutes les OSC à se mettre en contact avec leurs délégations dans leurs pays respectifs qui pourront proposer une programmation de ces fonds et parce que sans doute des consultations ont déjà été mises en place avec des acteurs locaux. En ce qui concerne les relations avec le voisinage, nous allons permettre de mettre en place des outils qui couvrent tous les systèmes liés aux OSC avec notre nouvelle un programme de communication pour la Méditerranée. Nous allons pouvoir traiter de cela et l'Union européenne va soutenir les organisations de la société civile et leur participation inclusive dans les procédés de réforme. Ceci va permettre de mettre en place renforcer les capacités de leadership de leurs leaders et de renforcer le travail sur l'environnement, la transition numérique notamment. Il s'agira également de renforcer la capacité de renforcement des capacités et de leur aider à évaluer l'échelle de leur projet. Nous avons mis en place beaucoup d'accords cadres avec des organisations qui ont prouvé leur engagement à long terme dans la région. Ceci va poser les bases pour une coopération à court et moyen terme avec les bénéficiaires de la région et nous permettra également d'avoir des réunions régulières pour pouvoir évaluer nos intérêts communs. Les OSC vont recevoir des fonds pour l'allocation de fonds et la mise en place de construction de capacités. Pour les FPS, ça va être lancé en avril ou mai 2022 et je vous invite à suivre notre site internet voisin de l'Union européenne.eu et yourneighbors.eu pour avoir également d'autres informations sur d'autres projets de la région. Donc merci beaucoup pour votre attention et j'espère que vous allez avoir des débats fructueux à Marseille. Vous m'entendez? Voilà. C'était un peu froid comme intervention, désolé. Mais voilà, il faut retenir les chiffres, hein, toujours avec l'Union européenne, c'est important. Donc 1,5 milliard de financement sur 2021-2027. Voilà. Quand on parlait de profil de bailleurs de fonds, typiquement, voilà, on sait que l'Union européenne a cette capacité à mobiliser et évidemment on cherche tous à travailler de concert. Émilie, tu as pris le micro, tu voulais dire quelque chose? 500 millions de citoyens. C'est normal. 500 millions de citoyens, 1,5 milliard, voilà, tout à fait. Rapidement, Size matters. on a encore un peu le temps? Oui. Donc là, vous présentez rapidement donc, le dispositif de initiative OSC qui est soutenu par l'Agence française de développement. Donc, on va pas parler chiffres tout de suite. On va attendre. Non, juste pour vous dire que c'est un dispositif donc, qui est géré pour le compte de l'État. Hein. C'est le crédit, c'est le MAE qui met des crédits à disposition de l'AFD pour soutenir la société civile et ses partenaires du Sud. Donc depuis près de 15 ans maintenant, le dispositif existe avec des moyens croissants. Voilà, maintenant je peux passer à la slide sur les chiffres. Non mais voilà, ce qui est important de voir, c'est quand même la tendance qui est évidemment depuis en tout cas 2015 à la hausse avec un doublement de l'aide puisque cette année on a près de 140 millions d'euros. Donc c'est vraiment une forte progression grâce à la loi de programmation qui vise au 0,55% du revenu national brut pour l'aide publique au développement en France. Donc c'est quand même un sacré progression, on va dire, une vraie progression de la France sur ces sujets. Alors comment y accéder? On verra après la question des secteurs. Il y a un appel à manifestation d'intention tous les ans qui est lancé généralement en avril ou en mai. L'idée évidemment c'est de laisser le droit d'initiative aux organisations de la société civile. Bien évidemment dans un cadre on va dire un cadre relativement large puisque on s'inscrit autour des ODD, mais les ODD on peut mettre beaucoup de choses dedans, mais en tout cas l'idée c'est quand même d'avoir une stratégie d'alignement évidemment sur les objectifs de la France en matière d'aide publique au développement et chaque année on reçoit un peu plus de 200 projets, donc c'est quand même des montants relativement importants, une grosse mécanique je dirais d'analyse, de contractualisation, de suivi en exécution des projets. Donc aujourd'hui les secteurs, alors regardez, oh non, il y a encore plein de choses dans cette slide, j'avais pas vu. Hop. Donc aujourd'hui c'est plus de 1200 projets cofinancés par l'AFD, donc ça veut dire
énormément d'actions, énormément de partenariats, peut-être aussi quelques progrès à faire sur la cohérence d'ensemble et sur le narratif qu'on a à faire, mais en tout cas une forte représentation à travers le monde. Évidemment un panel d'organisation de la société civile très large, 245 OSC. Alors évidemment on parle des grandes organisations, tout le monde connaît les grandes organisations, mais l'AFD finance énormément de petites et de moyennes organisations. Et puis bien évidemment, la notion de partenariat s'inscrit aussi pour nos partenaires qui travaillent avec énormément d'organisations locales, et c'est ce qui fait toute la force de ce dispositif. Voilà quelques chiffres. Donc on n'est pas au milliard et demi, mais en cumulé, on commence à être vraiment un bailleur important. Un bailleur important en chiffres, mais aussi dans l'approche, parce qu'on est vraiment sur la question de renforcement des capacités des organisations. Donc on travaille avec elles sur le long terme, il y a possibilité de renouveler des financements, donc on est vraiment sur un accompagnement qui peut aller jusqu'à 9 ans. Donc on est vraiment dans une logique non pas de financement de projet mais de partenariat, et je pense que ça c'est aussi une spécificité de notre approche. Donc aujourd'hui, en tout cas 2020 était une année relativement faste, plus de 100 projets financés à travers le monde, et ce qu'on a aussi c'est les projets d'intérêt général, ce qu'on appelle l'éducation à la citoyenneté, à la solidarité internationale, qui ont lieu en France et qui permettent de sensibiliser la jeunesse, mais pas que la jeunesse, l'ensemble de la population aux enjeux de solidarité, et c'est un pan essentiel de notre activité. Quelles sont un petit peu les nouveautés aussi, parce qu'on a plus de moyens, c'est un fait, mais on a aussi une ouverture. Et une ouverture cette année qui était proposée par la loi de programmation de développement, qui permet maintenant à l'AFD de financer directement à travers le dispositif des organisations du Sud. Donc c'est une évolution. On parlait de la localisation de l'aide et c'est heureux. On a aussi la volonté d'être plus aligné avec les ODD, d'être plus en partenariat avec les autres organisations, d'être au plus près aussi des besoins des populations, et donc de travailler bien évidemment un maximum avec les organisations du Sud. En termes de secteur, donc hormis ce que nous faisons en France, vous voyez, il y a, on va dire, les usual suspects. On fait, évidemment, les secteurs sociaux sont très représentés ici. Tout ce qui est éducation, formation, accès à l'emploi, bien évidemment, agriculture, alimentation, nutrition, et puis un gros volet droits humains. Donc ça, c'est aussi un peu, on était un petit peu précurseur à l'AFD pour travailler sur ce sujet qui est évidemment un sujet dans lequel la société civile est très investie. On a des fortes demandes, on essaye d'y répondre. Alors on ne répond pas à tout, on n'a pas encore les moyens, mais en tout cas les choses évoluent, et ce sujet rentre maintenant dans la stratégie globale de l'AFD. Et ensuite un gros enjeu autour du climat et de la biodiversité, sur lequel pour l'instant on est peut-être insuffisamment investi, donc on essaie de travailler avec les organisations françaises pour monter en compétences et faire plus sur ces sujets. Vous savez que l'AFD est très investie sur la question climatique, de transition écologique. Donc aussi notre objectif est aussi d'accompagner la société civile française à œuvrer majoritairement sur ces sujets. Sur la Méditerranée, donc c'est un point important, c'est près de 20% donc, des projets qui sont financés. Donc c'est, je pense, très représentatif de l'investissement, de notre investissement sur les pays de la Méditerranée, avec évidemment on va dire un gros focus sur le Maghreb, mais pas que. Vous voyez qu'il y a aussi l'Irak, la Jordanie, évidemment la Palestine et l'Égypte. Donc voilà, c'est pas que des pays francophones. On est présent sur un maximum de pays, et ça grâce à la présence et aux initiatives de nos partenaires. Juste pour terminer. Après, on laissera la parole évidemment au public. C'était juste pour déjà vous remercier tout le monde d'avoir participé. Je pense que c'était important de montrer qu'on était capable de travailler ensemble, de proposer des opportunités de financement, mais pas que. Encore une fois, les bailleurs de fonds, c'est pas un financement, c'est un partenariat. On insiste là-dessus. Ce ne sont pas des mots, c'est vraiment un état d'esprit dans lequel on veut travailler avec vous. Donc il y a eu pas mal d'annonces qui ont été faites ce matin par le président, mais également par les personnes ici présentes. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'opportunités, et on se tient à votre disposition pour des questions. Je pense qu'on a un petit peu de temps. Je me retourne vers les responsables. Oui, on va vous garder encore un peu, une bonne dizaine de minutes pour permettre
aux participants de poser des questions. Merci pour les présentations brillantes de vos organisations, de vos institutions, j'allais dire. Moi, j'ai fait la rencontre de l'adolescent, puisque je ne connaissais pas la coopération monégasque. Enchanté. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bonjour à tous, c'est Issa Jimera de la Mauritanie. D'abord, je tiens à vous remercier pour vos présentations. Vous intervenez tous a priori en Mauritanie, sauf peut-être Euromed qui n'intervient pas. Alors j'ai deux questions. La première question, elle concerne la coopération monégasque. On sait que vous intervenez en Mauritanie, mais beaucoup plus dans le secteur de la santé. Est-ce que vous envisagez aussi d'élargir un peu votre champ d'intervention en Mauritanie? Et la deuxième question, c'est par rapport à Euromed. On suit de près ce que vous faites et on sait que vous appuyez beaucoup les activités de la jeunesse, notamment en Tunisie, au Maroc. Est-ce que vous avez aussi prévu des choses pour la jeunesse en Mauritanie? La question. Merci monsieur. Alors sur la Mauritanie, tout à fait, vous avez raison, on a un focus un peu plus sur la santé et la protection civile également. Mais nous avons aussi pas mal de projets en soutien notamment à la jeunesse et à l'emploi de la jeunesse, la formation. J'étais encore à Kaïdi fin octobre. Et donc dans ce territoire vraiment très défavorisé, la frontière Sénégal, pas très loin du Mali, où il n'y a pas grand-chose, c'est quand même du désert. Il y a de très beaux projets, je pense à un projet du GRET qui travaille à la fois sur la lutte contre la malnutrition des enfants, avec de l'éducation nutritionnelle pour les femmes, notamment pour promouvoir l'allaitement exclusif, qui n'est pas encore dans les mœurs. Et un autre pendant, pour motiver ces femmes-là à venir à ces ateliers, des ateliers de formation et de soutien à l'agriculture des femmes. Donc c'est une intervention vraiment très intelligente pour motiver les mères de famille par un volet santé et un volet plus économique et d'insertion. Donc je vous rassure, on est aussi sur d'autres secteurs et n'hésitez pas, avec plaisir pour en discuter. Vive la Mauritanie, c'est un très beau pays qui mérite d'être davantage connu et davantage aidé. Et peut-être alors, donc effectivement, on parlait d'Euromed, qui est un projet qu'on cofinance jeunesse méditerranéenne. Nous, Fondation de France, actuellement, effectivement, on est surtout sur le Maghreb. Et pour le côté hors appel à projet, on est sur l'ensemble de la Méditerranée. Mais c'est une bonne question puisqu'on est sur une année un petit peu particulière pour 2022, puisqu'on va reposer un petit peu notre stratégie en Méditerranée. Et l'idée, c'était sûrement d'élargir nos zones d'intervention. Donc on est en train justement de rencontrer tout un tas de partenaires pour voir quoi faire. Et on a évoqué la Mauritanie, donc il faudra peut-être suivre, mais il y a de fortes chances qu'on propose des choses prochainement. Merci. D'autres questions? Giovanna avait une question. J'ai un micro tout proche de moi, alors je me profite. En fait, c'était très intéressant. Et est-ce que vous travaillez à un souci qui est un souci majeur pour ceux qui postulent pour des financements publics ou privés, c'est l'accessibilité à ces il y a toujours un problème de complications, il n'y a pas une culture financière, souvent dans des organisations de la société civile pas très grandes, etc. Je sais que des progrès ont été faits, parce que j'ai le souvenir de périodes où beaucoup d'organisations n'osaient même pas commencer à travailler sur l'application parce que c'était tellement compliqué, tellement difficile que ça permet. Enfin, les gens renonçaient même à tenter le coup. Donc, est-ce qu'il y a une réflexion auprès des bailleurs, quels qu'ils soient, autour de la simplification des procédures, tout en respectant les règles, évidemment, à 100%. Ça, c'est pas une question, même pas. Mais je pense que, je ne sais pas si dans vos organisations, dans vos institutions, il y a une sorte de chantier permanent pour rendre plus accessibles les financements publics et privés.
Merci Giovanna. Merci Giovanna. Chantier permanent, oui. Ça c'est sûr, on est toujours en chantier permanent et on entend, on a souvent ces retours. Alors on sait qu'on est compliqué, on sait qu'on est très administratif, qu'on demande beaucoup de choses. Donc on essaye de simplifier, évidemment dans le respect de nos propres règles. Mais on entend. Et effectivement, cette année, on refait une simplification pour la, je sais pas, peut-être la 10e fois. Non, j'exagère, mais oui. Alors après, au-delà de chaque institution, il y a la question on va dire, de l'harmonisation globale. Donc là, on n'y est pas, clairement. Je pense que ça n'a jamais été discuté entre les bailleurs de fonds. Évidemment, dans l'absolu, il faudrait qu'il y ait une sorte de cadre commun, au moins au sein de l'Union européenne. Ce serait intéressant, au moins pour les bailleurs institutionnels. Mais après, on comprend que les fondations n'ont pas envie en tout cas de s'aligner sur nos procédures qui sont bien compliquées. Mais oui, on le sait. On va essayer de faire mieux, on va essayer d'être plus réactif, plus pragmatique. Mais voilà, on se rend compte que pour une petite organisation, c'est compliqué. Donc c'est pour ça qu'on trouve des mécanismes avec des intermédiaires qui font, notamment pour les micro-projets, on a l'agence des micro-projets qui est du coup un guichet un peu moins complexe pour les petites organisations. Mais voilà, j'ai pas de solution pour demain. Oui, je confirme en effet ce qu'indique Nicolas. Dans le cas de Monaco, on applique même cette simplification aux ONG monégasques. Qui nous ont toujours dit c'est trop compliqué, on peut pas, quand on est une petite ONG monégasque, on peut pas être en compétition avec Handicap International ou Médecins Sans Frontières. Donc c'est pour ça qu'on a créé un guichet spécifique pour elles avec des documents à remplir simplifiés. Et pour nos ONG, effectivement, organisations OSC au sens large, méditerranéennes et africaines, on fait la même chose. On essaie de simplifier aussi certains documents et de créer des petits dispositifs beaucoup plus souples. On a par exemple des fonds micro-projets auprès de nos consulats, donc directement dans les pays concernés. On a ce dispositif JIMED qui vraiment ne vise que les petites organisations. Je crois que ce qui est important, c'est de ne pas faire de la taille unique et de vraiment différencier et respecter chaque organisation en fonction de sa capacité, de ce qu'elle souhaite faire. Et nous, par rapport à JIMED, on veut vraiment financer de toutes petites associations qui constitueront peut-être d'ici 15 ou 20 ans les grandes ONG du XXIe siècle en région AINEMO. Moi, je vais rejoindre mes collègues. C'est un chantier permanent et on a vraiment ce souci parce qu'on sait que ça prend du temps de chercher des fonds. Nous, c'est pareil, on travaille beaucoup à expliquer. Nos collègues, mes deux collègues en Tunisie et au Maroc font beaucoup de sessions lors de lancement de l'appel à projet dans toutes les régions pour expliquer. Alors maintenant, il y a la magie des webinaires en ligne depuis la crise qui s'est développée. Donc il y en a beaucoup. Je sais que Hichem ou Ager passent beaucoup de temps à expliquer, à aider les associations. Et puis dans tout le dispositif d'accompagnement des associations qui sont sélectionnées, l'idée c'est aussi de leur donner les clés pour répondre à d'autres appels à projets ensuite. Donc on y travaille et on essaye chaque année de simplifier on a cette agilité forcément du privé qui est un petit peu un avantage pour le coup. J'avais juste quelque chose à ajouter très rapidement. Je crois que c'est un problème assez courant. Et je crois qu'il y a un autre problème en tant que bailleur de fonds. On doit être très conscient du caractère restrictif de ces financements. Donc, non seulement on doit vraiment essayer de simplifier les processus, notamment pour les organisations de petite taille, mais également comment est-ce que la manière dont ces fonds sont restrictifs peut être surmontée par la société civile. Nous, on a beaucoup cherché inspiration auprès d'organisations qui proposent à la société civile des moyens de mieux s'organiser parce qu'on est vraiment très conscient de ce problème. Donc, on met vraiment l'accent pendant les années qui s'approchent à essayer de simplifier nos processus, mais aussi veiller à ce que la société civile puisse mieux tirer parti de ces bénéfices, de ces fonds. En fait, c'était peut-être une réponse ou un écho. Donc, je suis Anne-Charlotte Domartin, je suis la déléguée pour les relations avec la société civile du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.
Et en fait, on essaie d'adresser la question que vous évoquez, c'est-à-dire comment aider les petites associations du Sud à accéder au financement en ayant une gradation et toute une gamme de financement. Et pour nous, ça commence dans les ambassades, ou aussi avec des outils comme les FSPI, donc les fonds de soutien pour les programmes innovants. Et notamment, on a Salam, je le représenterai ce soir vers 17h30, 18h dans le cadre de l'atelier CMI. Mais le but de Salam, c'est d'accorder des enveloppes de micro-projets, mais aussi d'accompagner, d'avoir des dispositifs de structuration et d'accompagner les organisations pour monter en compétences et qu'elles puissent ensuite se positionner sur d'autres subventions. Donc il y a bien cette idée d'accompagnement. C'est pas simplement allouer des financements, mais c'est bien accompagner et les accompagner au plus près du terrain avec des organisations du Sud. Si je peux me permettre un commentaire au commentaire, je pense que c'est très bien ce que vous dites et je suis très consciente aussi que des progrès ont été faits dans ce sens, de la capacité d'accès, y compris par des petites organisations. Mais je pense qu'il y a une marge de progression encore. Il y a toujours des marges de progression. Voilà, c'est le mot de la fin. On va retourner à nos cahiers pour travailler. Non, mais bien sûr, on discute de ça avec vous. Et on n'a pas présenté, mais il y a plein de dispositifs très différents. Il y a plein d'outils de financement qui permettent, oui, de financer des projets, oui, de construire des organisations de demain, de faire évoluer des petites, de les accompagner dans leur structuration, etc., etc. Mais voilà, on n'aura pas assez de 45 minutes pour parler de tout ça, mais on va continuer de travailler. Merci. Une prise de conscience, des progrès, et on attend encore les progrès. En tout cas, merci, on peut les applaudir, hein, merci beaucoup. Alors, avant de passer à la 4e séquence, il va y avoir une annonce micro là au niveau général, et puis après on enchaînera juste derrière. Encore merci.